Bonjour et bienvenue à la leçon de 2.9.2, la reproduction sexuée. Après avoir fini cette section, vous devrez avoir une bonne compréhension de différents types de reproduction sexuée parmi différents organismes et vous devrez être capable de répondre à quelques questions de révision à la fin de cette vidéo et à la fin du PowerPoint. Donc, juste quelques mots à propos de la génétique des hommes et des femmes humains et d'autres organismes aussi. Le génome humain contient d'habitude 23 paires de chromosomes dans les cellules diploïdes. Le mot génome, ça va tout simplement dire l'ensemble de matériaux génétiques d'un organisme. Donc, si on regardait tout le matériel génétique d'un organisme, d'un humain, on verrait 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes en total. Le genre génétique chez les humains est déterminé par la 23e paire de chromosomes. La combinaison est soit XY pour un homme ou XX pour une femme. Et comment est-ce que ça arrive? Ça a à faire avec ce qui se passe lors de la méiose et lors de la fécondation. Donc, voici une petite animation qui montre anaphase 1 pendant méiose 1 où l'assortiment indépendant arrive. Donc, il y a 23 paires de chromosomes ici. Vous voyez, le dernier est une paire X et Y. Donc, ça, c'est ce qui se passe lors de la formation des spermatozoïdes dans un homme humain. Et donc, le genre d'un enfant humain est déterminé par quel spermatozoïde est utilisé pour la fécondation. Et ça a à faire avec l'assortiment indépendant lorsque ces spermatozoïdes sont créés. Donc, lors de l'assortiment indépendant, les paires de chromosomes sont séparées. Et donc, vous voyez que le Y va vers la gauche et le X, qui était parti de la 23e paire, va vers la droite. Lorsque ces deux cellules haploïdes finissent à se diviser, elles vont se diviser une deuxième fois pour finir 4 spermatozoïdes. Et donc, vous voyez que la moitié des spermatozoïdes, contient le chromosome Y et les deux autres contiennent une X. Donc, si un de ces deux spermatozoïdes ou un de ces moitiés des spermatozoïdes en total, chez les millions et des millions de spermatozoïdes, féconde l'ovule de la femelle, l'enfant va être génétiquement un homme. Si c'est un spermatozoïde avec un X, l'autre moitié des spermatozoïdes, ça va devenir une femelle, une femme. Et donc, ça, c'est pourquoi c'est environ 50-50 si la progéniture d'un humain va être un homme ou une femme, parce que la moitié des spermatozoïdes devrait avoir un Y à contribuer, l'autre moitié aura un X à contribuer. Donc, c'est vraiment ces deux qui formeraient un homme, ces deux à cause de l'Y, et ces deux qui formeraient une femelle, ces deux types de spermatozoïdes qui formeraient une femme. Et donc, si on regarde ça d'une autre façon ici, si c'est ce spermatozoïde avec son Y, les deux ensembles de chromosomes, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule, vont se combiner pour former une paire de chromosomes, la 23e paire qui est XY. Donc, si ce spermatozoïde ici pénètre dans l'ovule et féconde l'ovule, ça formerait un homme génétiquement. Si c'est ce spermatozoïde ici qui pénètre dans l'ovule, ça formerait une combinaison XX et donc ça serait une femme. Et donc, on peut aussi regarder d'autres affaires à propos des chromosomes d'un individu en regardant ce qui s'appelle le karyotype. Un karyotype, c'est un schéma micrographique permettant de représenter le nombre, la taille et la forme des chromosomes d'une personne. Et on peut aussi regarder le genre, comme vous voyez ici. Donc, voici un karyotype d'un homme humain. On voit tous ces paires de chromosomes qui sont organisés selon les gènes qu'ils contiennent, la forme, la taille, tout ça. Donc, ils sont organisés dans leur paire de chromosomes homologues. Et vous voyez que la 23e paire est une paire XY. Donc, ça serait le karyotype d'un homme humain. On peut aussi voir clairement certains syndromes génétiques lorsqu'on regarde le karyotype d'un individu. Un syndrome commun, c'est la trisomie. Par exemple, une forme de trisomie cause le syndrome de Downs, causé par un troisième chromosome numéro 21. Et donc, trisomie, ce que ça veut dire, c'est que tu as un troisième d'un certain chromosome. La présence d'une troisième des paires de chromosomes homologues dans chacun de tes cellules, dans ton génome. Donc, ça serait un karyotype ici d'un homme
qui est donc XY, donc c'est génétiquement un homme. Mais vous voyez qu'il y a un troisième chromosome numéro 21 au lieu de seulement des paires de 2. Ça, c'est un exemple de trisomie, et ce type de trisomie, un troisième numéro 21, cause le syndrome de Down. Un troisième numéro 18, ça cause un autre syndrome, ça s'appelle le syndrome de Edwards. Il y a d'autres symptômes, d'autres syndromes, d'autres conditions génétiques qui sont causées par d'autres formes de trisomie, dépendant du nombre du chromosome. Et donc, la reproduction sexuée est l'autre partie de cette leçon. On pourrait parler de la reproduction sexuée et tous les détails de tous les différents organismes pendant des jours et des jours et des jours, mais dans cette leçon, on va largement parler des types de fécondation qui ont lieu chez différents organismes. Et je vais aussi mentionner quelques détails intéressants de ce qui est le résultat de la reproduction sexuée, quelques avantages de cette forme de reproduction. Donc, pour faire la reproduction sexuée, il faut qu'il y ait de l'accouplement. Le processus amenant les gamètes, mâles et femelles, au même endroit en même temps pour créer un nouvel individu. Donc, s'unir pour la reproduction. Et ceci arrive de façon différente chez différents organismes. Chez les humains, évidemment, c'est les relations sexuelles. Il y a ce qui s'appelle la fécondation interne, mais on va parler de cela en plus de détails dans un instant. Donc, juste quelques détails à propos de la reproduction sexuée, quelques détails importants. La reproduction sexuée est avantageuse parce qu'elle produit la diversité génétique. Donc, vous vous rappelez peut-être lors de notre discussion autour de la multiplication asexuée, si tous les membres d'une espèce sont génétiquement identiques, ça se peut qu'il y ait une maladie ou une faiblesse génétique qui causerait l'extinction de toute une espèce parce qu'ils ont tous les mêmes faiblesses. S'il y a des différences subtiles ou même dramatiques dans une espèce, ça permet à au moins certains individus à éviter la mort ou de ne pas être affaiblis par une telle maladie ou une faiblesse génétique. Donc, au moins certains devraient survivre à une épidémie ou un problème génétique. Ça, c'est un avantage de la diversité génétique. Une autre chose intéressante qui arrive, lorsque certains organismes puissent choisir leur partenaire avec lequel il s'accouplera, c'est qu'il y a un genre de compétition qui se produit. La sélection naturelle et la capacité d'un organisme à s'accoupler avec un autre membre de son espèce, souvent par tout moyen nécessaire. Donc, des fois, cela prend la forme d'une bataille entre les membres de la même espèce. Des fois, ça prend la forme d'un genre de démonstration pour gagner l'attention d'un autre membre de l'autre espèce. Mais les organismes généralement cherchent à reproduire avec les individus qu'ils trouvent sont le mieux adaptés pour survivre. Le résultat est que souvent la progéniture est mieux adaptée à survivre et donc à reproduire de nouveau. Et cela contribue à la sélection naturelle. Donc, comme j'ai dit, on pourrait avoir une longue discussion. Vous pouvez faire tout un diplôme probablement dans l'étude de l'évolution et la sélection naturelle. Et juste pour toucher sur quelques points intéressants, les organismes font toutes sortes de choses pour gagner l'attention d'un partenaire. Des fois, c'est une bataille, des fois, c'est juste des couleurs intéressantes. Il y a certaines espèces d'oiseaux qui font des démonstrations vraiment intéressantes et vraiment élaborées, comme construire une petite maison, comme vous voyez ici. D'autres qui font des danses élaborées pour attirer l'attention d'un partenaire. Certaines danses qui sont vraiment élaborées, qui présentent des couleurs assez extraordinaires. Et les humains ne sont pas des exceptions. Les gens font toutes sortes de choses pour attirer l'attention de l'autre sexe. Are you a parking ticket? Because you have fine written all over you. Et le fait qu'un individu, un humain, un paon, un oiseau, un gorille, un chien, n'importe qui peut choisir, dans un sens, ou trouver le meilleur partenaire avec lequel il ou elle va reproduire, ça cause un changement dans l'espèce qui peut causer la sélection naturelle ou l'évolution d'une espèce. Et donc, ça, c'est aussi une autre grande discussion qu'on pourrait avoir, mais on va laisser ça pour une autre vidéo ou un autre moment. Je vous encourage fortement de regarder cette vidéo aussi sur le site web, la vidéo de l'accouplement des oiseaux de paradis. Ça montre quelques danses, quelques démonstrations intéressantes faites par quelques oiseaux, si ça vous intéresse. Et il y a aussi une autre vidéo que j'ai mise sur le site web qui s'appelle Darwin Day Special, What is Sexual Selection? Ça parle de un peu les sciences derrière le fait que certains organismes ont des adaptations ou des structures physiques, les choses de comportement
qui leur aide à mieux trouver un partenaire pour s'accoupler et donc reproduire et promouvoir leur information génétique. Et la dernière partie de cette vidéo, c'est sur les différents types de fécondation. Donc, généralement, la fécondation, lorsque un spermatozoïde rencontre l'ovule, ça se produit de deux façons, de deux types généraux, la fécondation externe et la fécondation interne. La fécondation externe implique la fécondation durant laquelle un spermatozoïde et un ovule s'unissent à l'extérieur du corps des parents. Donc, ça, c'est vraiment courant chez les animaux aquatiques, les saumons, les oursins, etc. Vous avez parlé peut-être du frayage des saumons dans le passé. La femelle pond ses ovules et puis le mâle vient et dépose son sperme sur les ovules pour les féconder. Et puis les parents s'en vont. Donc, il y a des avantages et des désavantages de cela. La fécondation externe d'habitude est vraiment, vraiment nombreuse. Donc, il y a beaucoup d'ovules et beaucoup d'ovules fécondés lors d'une séquence de reproduction, lors d'un événement de fécondation. Donc, ça, c'est avantageux pour l'espèce parce que beaucoup de progénitures peuvent être produits en même temps. Malheureusement, ces progénitures, ces ovules fécondés, ont souvent très peu de protection. Donc, ça se peut que beaucoup meurent. Et je vous encourage de regarder cette vidéo, The Herring. C'est une vidéo sur le site web. Ça part de l'exemple de cela chez l'espèce du poisson, un herring. Et c'est clair à quel point la reproduction avec cette méthode de fécondation externe est énormément nombreuse. Mais les ovules fécondés sont toujours en danger parce qu'ils n'ont pas cette protection offerte par la fécondation interne. Comme j'ai dit, les animaux aquatiques, comme les oursins, montrés ici, font ce type de fécondation externe. Et une chose intéressante, c'est que les oursins verts ne reproduisent pas avec les oursins violets. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils sont au fond de la mer, sur un relief de corail, quelque chose comme ça, les ovules et les spermatozoïdes sont relâchés, comme vous voyez ici, par deux oursins, d'habitude entourés avec des oursins de différentes couleurs. Mais un spermatozoïde d'un oursin violet, par exemple, ne peut pas pénétrer dans un ovule d'un oursin d'une autre couleur. Donc, comment est-ce qu'ils savent comment pénétrer ou dans quel ovule ils devraient essayer de pénétrer? Il y a des petits morceaux, des petites protéines sur la surface de chaque spermatozoïde et sur la surface de chaque ovule qui sont un peu comme un clé et un cadenas qui permettent le spermatozoïde de ouvrir la porte fermée à clé et donc entrer et pénétrer dans l'ovule pour le féconder. Donc, seulement les membres de la même espèce d'habitude peuvent reproduire ensemble. Dans la nature, il y a quelques exceptions où différentes espèces peuvent reproduire ensemble, mais ces exemples sont plutôt l'exception à la règle. Donc, évidemment, comme avec toute forme de reproduction sexuée, le spermatozoïde entre dans l'ovule, ça crée cette première cellule diploïde, les deux cellules haploïdes s'unissent pour former une cellule diploïde, le zygote, et puis cette zygote fait la mitose pour diviser, créer un embryon, et dépendant de l'espèce, ça passe à travers plusieurs différentes étapes de développement. La séquence du développement d'un oursin est assez détaillée. Ça passe à travers un stade de larve nageuse, puis un jeune oursin, et puis un oursin adulte qui peut reproduire lui-même. Et l'autre façon, comme j'ai dit, c'est la fécondation interne, durant laquelle les spermatozoïdes sont déposés dans le corps de la femelle où ils rencontrent l'ovule. Et ça, c'est plus courant chez les animaux terrestres, les humains inclus évidemment. Donc ça, c'est une forme de reproduction qui est beaucoup moins nombreux que la fécondation externe, évidemment, mais aussi ça offre d'habitude une forme de protection. Souvent, la fécondation externe mène au développement de la progéniture à l'intérieur du corps, et donc ça offre un peu de protection et de nutriments à la progéniture en développement. Ou si la femelle pond des œufs, souvent ces œufs sont gardés et protégés par les adultes aussi. Donc souvent, il y a un peu plus de protection avec des animaux qui font la fécondation interne comparé à la fécondation externe, malgré le fait que c'est moins nombreux. Mais évidemment, avec la fécondation interne, la même séquence se produit. Le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, ça féconde l'ovule, créant un zygote, ça développe en faisant de la mitose et éventuellement, la nouvelle progéniture est née pour éventuellement reproduire lui-même plus tard.
Mais peu importe le type de fécondation, certaines conditions sont nécessaires pour le développement d'un nouvel organisme. Il faut qu'il y ait assez de nutriments, il faut que ça soit à la bonne température, l'humidité, des fois même l'acidité de leur environnement. Il y a toutes sortes de choses qui vont influencer le bon développement de la progéniture, que ce soit chez un poisson, un humain, un arbre, n'importe quoi. Et donc ici, j'aimerais que vous essayiez de répondre à quelques questions vous-même. Donc vous pouvez juste arrêter la vidéo et essayer de répondre à ces questions sur une feuille ou dans la tête. Et donc, voici les réponses. Qu'est-ce que c'est un karyotype? C'est un schéma photomicrographique permettant de représenter le nombre, la taille et la forme des chromosomes d'une personne ou d'un organisme. Quelle paire de chromosomes détermine le genre génétique d'un humain? D'habitude, quelle paire de chromosomes devient un homme et laquelle devient une femme? C'est la 23e paire chez les humains, c'est XX pour une femme, XY pour un homme. Qu'est-ce qui cause le syndrome de Down? C'est la trisomie, un 3e chromosome spécifiquement avec le numéro 21. Et quels sont quelques avantages, désavantages de ces types de fécondation? Donc, premièrement, quel type d'organismes font la fécondation interne? Ça, c'est les organismes terrestres généralement. Lesquels font la fécondation externe? Souvent, ce sont les organismes aquatiques. Quel est un avantage de la fécondation interne? Il y a un peu plus de protection, mais des avantages, c'est d'habitude moins nombreux. Externe, c'est plus nombreux, mais évidemment moins de protection d'habitude. Donc, juste pour récapituler, la reproduction sexuée est avantageuse parce qu'elle produit la diversité génétique. Et la fécondation interne a lieu largement chez les animaux terrestres et la fécondation externe a lieu largement chez des organismes aquatiques. Merci.